Au cœur de ce magnifique paysage montagneux de l'Idaho, un professeur à la retraite disparaît. Malgré sa disparition, ses factures sont payées régulièrement et il continue de correspondre avec sa famille qui, elle, ne parvient pas à le contacter. C'est l'un des cas de disparition les plus étranges de toute l'histoire des États-Unis. Le disque dur d'un ordinateur renferme des centaines de secrets. Il garde en mémoire tout ce que vous tapez, ce que vous téléchargez, et même ce que vous effacez. Mais télécharger une chanson parlant de meurtre fait-il obligatoirement de vous un meurtrier? Bonjour, voici un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Chaque année en France, des milliers de personnes sont victimes d'usurpation d'identité. Et alors pour elles, c'est le début d'un cauchemar sans fin. Que leurs doubles commettent un délit, et ce sont elles que la police appellera. Qu'ils retirent une somme faramineuse, et ce sont elles qui devront rembourser petit à petit. Une fois l'identité volée, il est extrêmement difficile d'arrêter la machine. Car dans notre système, il revient à la victime de prouver son identité. Et avant que son bon droit lui soit reconnu, des mois, voire des années, peuvent s'écouler. L'histoire qui nous intéresse aujourd'hui commence, elle aussi, par une usurpation d'identité. Mais la suite est plus étrange. Découvrons-la sans plus attendre. Durant 22 ans, Paul Gruber a été l'un des professeurs les plus appréciés du lycée où il travaillait, au bord du lac Tahoe, dans le Nevada. Son goût pour les voyages l'avait amené à se passionner pour les langues étrangères. Il adorait voyager et parler la langue du pays. Il en parlait énormément. L'un des grands avantages quand on apprend des langues étrangères est que ça vous permet de voyager à travers le monde en toute indépendance. Je suis allée au Mexique avec lui durant ma première année de lycée. On s'est bien amusé, on a passé un bon moment. À 50 ans à peine, Paul Gruber hérite d'une importante somme d'argent et il quitte l'enseignement. Il déménage à Sandpoint, dans l'Idaho, et achète une maison sur les rives du lac Muskrat. C'est un endroit paisible qu'il aimait beaucoup. Quand j'ai visité Sandpoint, j'ai su pourquoi il s'y plaisait. C'était la même ambiance qu'au lac Tahoe. En 1993, peu après Noël, Paul envoie, comme à son habitude, une carte d'anniversaire à son petit-fils de 3 ans. Mais sa fille va immédiatement remarquer que cette carte est différente de toutes les autres. C'était une lettre très brève et tout à fait quelconque. J'ai trouvé ça bizarre, ça ne lui correspondait pas. Quelque chose n'allait pas. J'ai sorti d'anciennes cartes d'anniversaire et j'ai comparé l'écriture. Pour moi, la signature n'était pas la même. Shelley laisse des messages sur le répondeur téléphonique de son père chez lui dans l'Idaho. Mais contrairement à son habitude, il ne la rappelle pas. Shelley décide alors d'appeler la police pour lui demander de rendre visite à son père. Les policiers ne trouvent personne à son domicile et ne relèvent aucune trace d'effraction. Cependant, à l'intérieur, tout a pratiquement disparu. Il n'y avait absolument plus aucun objet personnel. Ses vêtements, sa brosse à dents et sa brosse à cheveux avaient été emportés. C'était totalement vide. On aurait dit que personne n'avait vécu là ou que cette maison était à louer. La chaîne IFI, les équipements de valeur, les télévisions, tout avait disparu. Shelley décide de tendre un piège. Elle laisse un faux message sur le répondeur de son père, dans lequel elle lui rappelle de ne pas oublier l'anniversaire de son mari. Tu peux nous envoyer l'argent comme convenu ? Je crois qu'elle avait inventé cette histoire pour voir ce qui se passerait. 5 jours plus tard, son père envoie une carte d'anniversaire au mari de Shelley et un chèque de $30. Son père ne lui avait jamais promis d'envoyer un chèque pour son mari, et je crois que ce n'était même pas son anniversaire. À partir de là, elle s'est dit qu'il était arrivé quelque chose à son père. Un expert de la police de l'Idaho compare les caractéristiques graphologiques du chèque et de l'enveloppe à des documents connus pour avoir été écrits de la main de Paul Gruber. L'expert chargé de réaliser l'analyse a considéré que c'était l'écriture de Gruber. La famille de Paul n'est cependant pas de cet avis. Pour moi, ça ne ressemblait pas à sa signature. Mon mari était du même avis que moi. À partir de là, j'ai essayé de le rappeler plusieurs fois.
La police vérifie les comptes et constate qu'il a payé ses factures mensuelles en temps et en heure et qu'il se sert de sa carte de crédit pour retirer de l'argent au distributeur. Curieusement, sur l'ensemble des distributeurs utilisés, aucun ne filme les retraits. Pas un seul de ces distributeurs n'était équipé de caméras, aucun. On a trouvé ça plutôt étrange. S'agit-il d'une simple coïncidence ? Et si Paul est en vie, où habite-t-il ? Et pourquoi ne rappelle-t-il pas sa famille ? Paul aurait-il déménagé toutes ses affaires chez une femme dont il s'est soudainement épris et qui habite non loin, ce qui lui permettrait d'effectuer quelques allers-retours dans son appartement pour régler les factures et s'occuper de sa correspondance. Plus grave, aurait-il rejoint une secte, ce qui expliquerait son rejet de sa famille et son changement d'attitude dans les cartes qu'il envoie. Mais les sectes ne sont pas connues pour recruter dans ce petit coin tranquille des États-Unis. De plus, Shelley, sa fille, est formelle. Paul n'est pas l'auteur des lettres qu'elle reçoit. Elle ne reconnaît pas son écriture. Quelqu'un se fait donc passer pour lui. Et Shelley, avec la police, va tout faire pour démasquer l'imposteur. Shelley Kepley est convaincue qu'il est arrivé quelque chose à son père, Paul Gruber. La fille de Paul a alors l'idée d'appeler la poste de Sandpoint dans l'Idaho pour savoir qui vient chercher le courrier de son père en poste restante. Une caméra de sécurité offre un début de réponse. Malheureusement, la caméra était de travers et sur la vidéo, tout ce qu'on pouvait voir, c'était une silhouette qui entrait pour aller chercher le courrier dans la boîte aux lettres. Cette silhouette n'était pas celle de Paul Gruber. Interrogés, des habitants de la ville croient reconnaître celle de Daryl Kuehl, un homme à tout faire de 43 ans qui a effectué des travaux chez Paul. Une comparaison entre cette silhouette et une photo de Kuehl confirme cette impression. D'après ce qu'on savait, Kuehl avait vécu en Californie et peut-être à Washington. Il avait une famille nombreuse, il était marié et avait 6 ou 7 enfants. Kuehl reconnaît qu'il récupère le courrier de Paul. Selon lui, le retraité lui aurait demandé de lui rendre ce service le temps de son séjour au Canada. Les enquêteurs montrent une photo de Paul Gruber à Kuehl, mais ce dernier ne le reconnaît pas. Il déclare que ce n'est pas le Paul Gruber qu'il connaît. Quelqu'un s'était fait passer pour Paul Gruber auprès de Daryl Kuehl et avait embauché ce dernier comme gardien. On lui a alors demandé s'il pouvait nous aider à réaliser un portrait robot de cette personne. Quel profil de cet homme avez-vous le mieux vu ? Les enquêteurs notent la description de Kuehl et saisissent ces informations dans un programme informatique appelé CompuSketch. Je saisis les réponses aux questions que je pose, et à partir de ces réponses, l'ordinateur crée un portrait robot. Kuehl va ensuite donner son avis sur cette première image afin d'améliorer la ressemblance. Je ne change qu'une seule caractéristique à la fois. Par exemple, si c'est le nez qui pose problème, on peut l'améliorer. Ensuite, si les yeux ne correspondent pas au nez, on peut les modifier. En général, ça prend entre 1 heure ou 2. Une fois le portrait robot terminé, la police le transmet aux médias dans l'espoir de retrouver l'homme qui s'est fait passer pour Paul Gruber. Mais la police ne reçoit aucun appel. Plusieurs mois s'écoulent sans qu'on retrouve la trace du véritable Paul Gruber. On ne savait toujours pas où Gruber se trouvait. On n'était même pas certain que quelque chose lui soit arrivé. La police continue de surveiller la maison de Paul et fouille la propriété à plusieurs reprises, notamment avec des chiens. Mais quelque chose à l'intérieur de la maison intrigue l'inspecteur Valdez. Dans le vestibule, un petit tapis a été collé sur le sol. Ça me rendait fou. Je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait coller un tapis sur du parquet. C'est insensé. Ma femme me tuerait si je faisais un truc pareil. Alors on l'a arraché. Sous le tapis, les enquêteurs découvrent un petit éclat dans le parquet.
Une balle semble avoir ricoché à cet endroit. Une analyse du bois révèle effectivement la présence de plomb. Les policiers utilisent alors du luminol et constatent la présence de sang sur le sol près de l'impact de la balle et en d'autres endroits. On a commencé à en pulvériser sur la porte et des traces blanches sont apparues jusqu'à mi-hauteur. Elles étaient bien visibles. Quand on utilise du décolorant ou autre, elles ressortent très bien. L'analyse ADN montre que ce sang est celui de Paul Gruber. Mais où se trouve le corps ? On n'avait pas retrouvé Gruber. On n'avait pas trouvé son corps. On ne pouvait pas affirmer que cet homme était mort. Les policiers ont pourtant déployé tous les moyens en leur possession pour retrouver le corps de Paul. Ils ont fouillé sa maison des douzaines de fois, ont utilisé des chiens entraînés à renifler les cadavres. Ils ont inspecté le sous-sol, lancé des équipes de recherche sur une surface de 20 hectares autour de sa maison. Mais rien n'y a fait. Paul demeure introuvable. Mais les enquêteurs vont toutefois mettre la main sur quelque chose. Ils découvrent à environ 1h30 de route dans le comté de Kootenay le camion de Paul abandonné avec les clés à l'intérieur. C'est peut-être l'élément qui leur manquait. Immédiatement, les experts recherchent des empreintes dans le véhicule. Mais il n'y en a aucune, pas même celle de Paul. L'enquête repart à zéro. Selon Daryl Kuehl, un homme à tout faire de 43 ans, cet individu s'est fait passer pour Paul Gruber et l'a engagé pour surveiller la propriété avant de partir en vacances. Il s'agit manifestement d'un imposteur. Et personne n'a eu de nouvelles du véritable Paul Gruber depuis des mois. Ils ont poursuivi l'enquête. La toute première chose qu'ils voulaient retrouver, c'était un corps. Ils ont tenté d'imaginer où pouvait se trouver le cadavre de Paul Gruber. Daryl Kuehl est un homme respecté qui n'a jamais eu affaire à la justice. Pourtant, lors d'une vérification de sa situation financière, la police constate qu'il a récemment déposé plus de 20 000 $ sur son compte courant. Ces sommes correspondent à des retraits d'argent effectués sur le compte de Paul Gruber. Kuehl reconnaît avoir transféré l'argent de Paul sur son compte pour pouvoir régler les factures en son absence. Pour moi, rien dans tout cela ne sonnait vrai. J'ai beaucoup d'amis et je ne m'imagine pas payer des factures de 350 ou 400 € pour leur rendre service. Les cartes d'anniversaire et les chèques que Paul Gruber a envoyés à sa famille durant son absence sont les seuls éléments dont disposent les enquêteurs. Un expert avait conclu que l'écriture sur les cartes d'anniversaire correspondait bien à celle figurant sur des documents connus pour avoir été écrits de la main de Paul Gruber, mais la famille de Paul n'était pas de cet avis. J'étais certaine que ce n'était pas son écriture. C'est difficile de contredire un expert, mais pour moi, il se trompait. Ces documents sont donc envoyés à un autre expert afin d'avoir un deuxième avis. J'ai regardé à quoi ressemblait sa signature, quelles étaient ses principales caractéristiques. Puis j'ai examiné le document qui faisait débat, et il ne m'a pas fallu très longtemps pour affirmer que c'était un faux. Sa conclusion la plus catégorique concerne le P majuscule. Le P de Paul Gruber présentait une large boucle. Dans les documents contestés, en revanche, le P est très différent. Les boucles n'étaient pas aussi bien formées. Elles étaient totalement absentes ou bien trop allongées. Floberg remarque également que les M et les N de Paul Gruber sont très différents de ceux des documents contestés. Il en conclut que Paul ne peut en aucun cas avoir écrit ces documents. Ces signatures ressemblent beaucoup à celles de la victime. Je crois que leur auteur s'est beaucoup entraîné pour l'imiter. La difficulté pour lui est qu'il y a beaucoup plus de mots sur une carte d'anniversaire ou dans une adresse. Floberg examine ensuite l'écriture de Daryl Kuehl afin de voir s'il a pu rédiger les chèques et les cartes d'anniversaire. Il remarque que la boucle du P majuscule et d'autres majuscules de Kuehl sont identiques aux lettres de la fausse signature. Et le F de Kuehl est pratiquement identique à celui de la fausse signature.
Vous pouvez vous exercer autant que vous voulez. Il est très difficile de parvenir à imiter l'écriture de quelqu'un. L'auteur des chèques falsifiés ne pouvait être que M. Kuehl. C'est lui qui avait écrit l'adresse sur les enveloppes et signé les cartes. Les enquêteurs fouillent la propriété de Daryl Kuehl et découvrent des éléments compromettants. On a trouvé une porte secrète à l'étage. Et là, on a découvert une combinaison de camouflage de type militaire, des vêtements sombres, des étoiles ninja et un katana, un genre de grand sabre. Ça ne correspondait pas à l'image du bon père de famille mormon que véhiculait Daryl Kuehl. Ils vont aussi trouver des outils, des meubles et même un bateau qui sont tous identifiés comme appartenant à Paul Gruber. On a trouvé une petite mallette. Elle contenait ses vêtements du dimanche et un grand couteau de boucher. Ça nous a semblé très étrange. Et au milieu de tout ça, on a retrouvé une facture d'électricité de Paul Gruber. Une découverte est encore plus compromettante. Ce pistolet de calibre 22 doté d'un silencieux bricolé. L'utilisation d'un silencieux est interdite en raison de l'altération des preuves balistiques qu'elle peut induire. Les traces microscopiques laissées par le canon sur la balle sont généralement modifiées lorsque le silencieux n'est pas dans l'axe. Il est donc extrêmement difficile, voire impossible, de comparer une balle par rapport à un canon lorsque l'arme a été utilisée avec un silencieux. Et les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé le corps de Paul Gruber. « 18 mois après la disparition de Paul Gruber, les enquêteurs fouillent de nouveau sa maison. Cette fois, dans le vide sanitaire, ils remarquent un petit creux qui n'était pas là auparavant. La terre s'est apparemment tassée. Ça nous a pris 2 jours. On a passé au tamis des seaux de 20 litres remplis de terre et on a progressé centimètre par centimètre. Chaque carré du treillis faisait 60 cm de côté. On a fini par trouver quelque chose qui ressemblait à un matelas gonflable. Et il y avait bien un corps enroulé dedans. Le corps est identifié comme étant celui de Paul Gruber. Il a été tué de 4 balles. Enfin, après 21 mois d'enquête et de travail acharné, la police met la main sur le corps de Paul Gruber. Cette découverte, les enquêteurs la doivent à un charpentier. Ils avaient appelé l'artisan pour qu'il étudie la maison de la victime et pour qu'il leur signale toute trace de travaux récents, des travaux qui auraient permis par exemple de créer une cachette pour un corps. C'est donc le charpentier qui découvrit en premier le creux dans le vide sanitaire. « J'ai dû marcher au-dessus au moins 4 fois », reconnaissait alors le policier Chip Ross. Le cadavre avait échappé au flair des chiens, probablement à cause du plastique qui le recouvrait. Le médecin légiste extrait plusieurs balles de calibre 22 du corps de Gruber. Mais les experts ne parviennent pas à faire le lien entre ces projectiles et le pistolet de Daryl Kuehl, ni avec le silencieux qui peut laisser ses propres traces sur la balle. Le moindre changement dans la position du silencieux par rapport au canon, et la balle frotte contre des zones différentes du silencieux au moment du tir. Et quand c'est le cas, il est impossible de réaliser une identification. Cependant, les enquêteurs disposent déjà d'une quantité suffisante de preuves pour inculper Daryl Kuehl. Dès lors, Kuehl n'a plus qu'une idée en tête, s'évader. Un détenu a certifié que Daryl Kuehl lui avait proposé une somme d'argent et une voiture pour tuer les policiers qui devaient assurer son transfert jusqu'à la prison. Cet homme devait être libéré avant que Daryl soit transféré. 4 000 € pour moi, 4 000 pour Harvey et 4 000 pour Howard. On s'est dit qu'on ne valait pas cher. Kuehl pense qu'il sera bientôt libre. Mais les enquêteurs savent à quoi s'attendre. Les 2 policiers étaient en train de réaliser le transfert. Là, ils lui ont dit « Daryl, on sait que tu as projeté de nous faire assassiner. Ces hommes nous ont fourni des preuves. » À ce moment-là, tout son monde s'est écroulé. Les procureurs pensent que Daryl Kuehl a élaboré un plan très précis pour se débarrasser de Paul Gruber et s'emparer de son argent. Ce crime a été motivé par la convoitise.
Paul Gruber possédait des choses dont Daryl Kuehl rêvait. Il lui fallait plus d'argent. Il avait 6 ou 7 enfants, ça faisait beaucoup. Ça fait énormément de dépenses. Apparemment, Paul Gruber avait engagé Daryl Kuehl pour réaliser des petits travaux chez lui et ce dernier avait rapidement gagné sa confiance. Les procureurs pensent que quelques jours après Noël, Kuehl s'est rendu chez Paul et l'a tué de 4 balles avec son pistolet de calibre 22. L'une des balles a ricoché sur le parquet, y laissant un impact. Le luminol montre qu'il a traîné le corps jusque dans le vide sanitaire. Il l'a alors enroulé dans une bâche en plastique avant de l'enterrer sous sa maison. Kuehl a ensuite nettoyé le sang sur le sol et collé le tapis sur la trace laissée par la balle sur le parquet. Dès lors, Kuehl a eu tout le loisir d'accéder aux documents personnels de Paul Gruber, à sa carte de crédit, ses codes personnels, son carnet de chèques et même son numéro de sécurité sociale. Bref, il avait tout ce qu'il lui fallait sous la main pour se faire passer pour Paul. Il a commencé à rédiger des chèques au nom de sa victime et à retirer de l'argent sur son compte en banque. Ces faux documents ont certes trompé un expert en graphologie, mais pas la fille de Paul, qui s'est tout de suite aperçue que ce n'était pas l'écriture de son père. Elle a alors imaginé un piège et laissé un message sur le répondeur de son père, prétextant lui rappeler le soi-disant anniversaire de son gendre. Kuehl a immédiatement mordu à l'hameçon et envoyé une carte de vœux à son gendre, dont ce n'était pas en fait l'anniversaire. Dans cette affaire, il n'y a pas eu qu'un simple homicide. Il y a aussi eu une usurpation d'identité. Après son forfait, le meurtrier a pris l'identité de sa victime. Il a utilisé ses comptes, payé ses factures et continué à rembourser son crédit immobilier. Il a rédigé des chèques et même envoyé des cartes de vœux à ses petits-enfants. Il a usurpé l'identité de la victime afin de continuer à lui dérober de l'argent. Lors de son procès, Daryl Kuehl affirme qu'il est innocent. Il nie avoir utilisé le chéquier de Paul et avoir envoyé des cartes d'anniversaire à sa famille. Pour soutenir sa thèse, il invoque les conclusions du premier graphologue. Les procureurs vont alors requérir une expertise des timbres collés sur les enveloppes des cartes d'anniversaire. Un frottis est donc réalisé sur l'envers des timbres et de la salive est collectée. L'ADN qu'elle contient correspond à celui de Daryl Kuehl. Il y a à peu près 1 million d'habitants dans l'Idaho. Alors quand vous retrouvez l'ADN d'une personne sur 1 million, quand bien même toutes ces personnes seraient suspectes, c'est une preuve irréfutable. Lorsque j'ai appris qu'une expertise génétique avait corroboré mes conclusions, j'ai ressenti un sentiment de grande satisfaction. À l'issue d'un procès de 3 semaines, Kuehl est reconnu coupable d'homicide volontaire, vol qualifié et faux et usage de faux. Il est condamné à 25 ans de prison ferme. Au départ, on était sceptiques, mais les analyses graphologiques nous ont montré qu'il fallait continuer de creuser. Ensuite, on a trouvé des traces de sang qui nous ont confirmé qu'on était en présence d'une scène de crime et qu'on tenait une piste. Pour finir, il y a eu les expertises génétiques. Là, ça a été l'estocade finale. De sa prison à Kuna, dans l'Idaho, Kuehl, âgé aujourd'hui de 63 ans, continue de clamer son innocence. Il prétend que le vrai criminel est l'homme qu'il a engagé pour faire quelques petits travaux et qui s'était fait passer pour Paul. Selon Kuehl, cet imposteur aurait minutieusement préparé son coup. Il aurait justement demandé à Kuehl de s'occuper des factures du vrai Paul afin de le faire accuser si jamais le corps venait à être découvert. Mais toutes les demandes de procès en appel de Kuehl ont été rejetées. Lors de son premier procès,
un co-détenu du criminel avait témoigné à la barre. Il assurait que Kuehl lui avait confessé son meurtre et il donna des détails que seul l'assassin pouvait connaître, comme la couleur de la couverture dans laquelle le corps de la victime avait été placé. Eh bien, venons-en maintenant à notre seconde affaire. Connaît-on vraiment les gens qui nous entourent ? Derrière le masque qu'elle présente en société, chaque personne a ses petits secrets, ses zones d'ombre. Ainsi en était-il du couple que formaient April et Justin Barber. Pour leurs amis, leur famille, ils reflétaient l'image du bonheur, de la réussite. Mariés depuis 3 ans, bénéficiant tous les deux d'une situation professionnelle confortable, le couple avait tout pour être heureux. Ils étaient beaux, jeunes et avaient la vie devant eux. Il ne manquait plus qu'April fût enceinte pour que leur bonheur soit réellement parfait. Et pourtant, en creusant dans leur vie, les policiers vont voir que la belle façade qu'offrait le couple s'effritait petit à petit. C'était une chaude nuit d'août à Jacksonville, en Floride. April et Justin Barber avaient toutes les raisons d'être heureux ce soir-là. Ils fêtaient leur 3e anniversaire de mariage et April était sur le point de finir sa formation de technicienne en radiologie. April Barber avait choisi comme voie l'oncologie et plus particulièrement la radiothérapie destinée aux personnes atteintes d'un cancer. Elle-même avait perdu sa mère de cette maladie. Justin aussi avait une bonne nouvelle. Il venait de décrocher un emploi d'analyste financier au sein d'une grande entreprise de bois de construction. C'était quelqu'un de très bien, intelligent, qui avait réussi. Il avait vraiment tout pour lui. Même chose pour ma sœur. Qui se ressemble, s'assemble, j'imagine. Le couple célèbre son anniversaire de mariage dans un restaurant italien. Après le dîner, les amoureux vont se balader sur la plage. Mais leur soirée romantique bascule quand un homme essaie de leur soutirer de l'argent en pointant une arme sur eux. Filez-moi votre fric et vos bijoux. April détourne l'attention de l'homme. Justin tente de saisir l'arme. Des coups partent. C'est la dernière chose dont Justin se souvienne. Quand il reprend connaissance, il comprend qu'on lui a tiré dessus. Il saigne. Il se relève et trouve April inconsciente, le visage dans l'eau. Justin traîne April sur 90 mètres en direction de leur voiture. Mais avec ses blessures, il lui est impossible de porter April pour monter les escaliers. Alors il la laisse en bas des marches et récupère sa voiture pour chercher des secours. À quelques kilomètres de là, il arrête un automobiliste. Quelle est votre urgence ? Un homme est blessé. Il est conscient ? Pour l'instant, oui. Il a été blessé par balle ? Je ne sais pas, soit ça, soit poignardé. Je peux pas dire. Justin informe les ambulanciers qu'April est en bas sur la plage. Mais à leur arrivée, elle est morte, abattue d'une balle en pleine tête. J'ai été prévenue que ma sœur avait été abattue. Ça a été le choc. Je ne me serais jamais attendue à ça. Aux urgences de l'hôpital, les médecins soignent Justin, qui a reçu 4 balles. Il survit, mais il est incapable de fournir une bonne description du tireur. Justin n'avait pas vu son visage, il faisait trop sombre. Et c'était vrai, il faisait trop nuit pour y voir quoi que ce soit. Sur la plage, les indices sont maigres. Les seules traces que retrouve la police sont celles laissées par le corps d'April dans le sable quand Justin l'a traîné. Qui plus est, la marée monte. L'océan aura bientôt entièrement nettoyé la scène de crime. À première vue, il s'agit d'une tentative de vol qui a mal tourné. Justin et April se sont fait agresser par un homme pendant leur promenade sur la plage et ce dernier a tiré sur le couple. Pourtant, le vol ne paraît pas être le mobile. Quand ils ont examiné le corps d'April Barber, elle avait toujours ses bijoux sur elle, une bague de valeur, des boucles d'oreilles et sa montre. S'il était là pour les voler, pourquoi n'a-t-il rien pris ?
Lors de l'autopsie, le médecin légiste découvre de l'écume autour de la bouche d'April. Elle avait encore de l'écume autour du nez et aussi de la bouche. La présence de cette mousse est due aux dégâts causés par l'eau de mer sur la plèvre. Le docteur Steiner constate également que le sang provenant de la blessure par balle d'April recouvre l'écume. Cela indique qu'April a failli se noyer, mais qu'elle était encore vivante quand elle s'est fait tirer dessus. Mes conclusions étaient qu'elle a connu un épisode de quasi-noyade non mortelle et qu'ensuite on lui a tiré dessus alors qu'elle était encore vivante. Si la noyade l'avait tuée, il n'y aurait eu aucune réaction vitale à la blessure par balle. Il n'y aurait pas eu d'hémorragie des sinus. Pourquoi les résultats de l'autopsie ne coïncident-ils pas avec la version de l'agression donnée par Justin ? Il venait de vivre un événement traumatisant. Si ce qu'il disait était vrai, c'était quelqu'un qui venait de perdre sa femme et avait pris 4 balles. Ça n'a rien d'étonnant en soi qu'une personne ayant vécu ce type d'expérience soit incapable de fournir des détails. Suite à l'agression, Justin a dû passer 2 jours à l'hôpital. Un psychologue est alors venu à son chevet et dans son rapport, il décrit l'homme comme dévasté par la perte de sa femme et éprouvant un grand sentiment de culpabilité de l'avoir abandonné pour aller chercher de l'aide. Selon l'expert, il est possible que Justin soit atteint d'un stress post-traumatique. Les symptômes de ce mal varient selon les personnes. Certaines vont revivre continuellement l'événement traumatisant en pensée ou en cauchemar. D'autres, au contraire, vont tout faire pour ne pas y repenser. Et inconsciemment, leur mémoire effacera des pans entiers du drame vécu. Selon les individus, le stress post-traumatique peut durer des semaines ou des années. Mais généralement, au bout de 1 ou 2 ans, les symptômes disparaissent d'eux-mêmes. Justin est-il donc victime de ce trouble ? Et si oui, la mémoire lui reviendra-t-elle ? C'est en tout cas ce qu'espèrent les enquêteurs. Une fois remis de ses blessures, Justin parvient à fournir une description plus précise de l'agresseur. Grâce à celle-ci, la police dresse le portrait robot de l'homme. Il était plus grand que moi. Plus lourd aussi, mais pas gros. Il était simplement costaud. Et il portait un t-shirt foncé. Il était ample. Il avait quelque chose sur la tête, une casquette foncée. Le portrait robot ressemble à s'y méprendre à un homme connu de la police locale, David Allen Shuey, 30 ans, arrêté plusieurs fois pour des agressions sexuelles. Il se trouve que l'individu aurait même déjà commis une agression sous la menace d'une arme à feu sur la plage où Justin et April ont été attaqués. Il était descendu sur la plage en quête d'une femme. La victime se faisait bronzer les seins nus sur la plage. Un homme est arrivé et s'est posté face à elle avec une arme, certainement dans l'intention de l'agresser sexuellement. Par chance, la victime réussit à s'échapper. Elle identifiera Shuey comme étant son agresseur. La police interroge alors David Shuey sur ses faits et gestes la nuit du meurtre d'April Barber. Il nie toute implication et affirme avoir un alibi. On a vérifié toutes ses cartes de crédit parce qu'il avait commis des viols un peu partout dans le pays, malheureusement. Et ces relevés nous ont appris qu'il vivait dans le Connecticut avec sa fiancée quand le meurtre s'est produit. Donc on savait avec certitude qu'il ne pouvait pas être l'agresseur. Ce premier suspect écarté, les enquêteurs s'intéressent ensuite de plus près à Justin Barber. J'ai parlé à Justin, je lui ai demandé comment allait son mariage. Tout allait très bien d'après lui. À la question « Avez-vous déjà eu une liaison ?» il a répondu « Non, jamais ». Mais en creusant, les enquêteurs découvrent que Justin avait une liaison extra-conjugale avec sa partenaire de tennis, Shannon Kennedy. Je lui ai dit « Justin, voilà le topo. Shannon est à côté et elle prétend que vous aviez tous les deux une liaison. Alors je vais la faire venir et on va voir ça ensemble. » Il m'a dit « Non, pas la peine, c'est vrai. Ne la mêlez pas à ça. » C'était quand même étrange que ce type mente sur un sujet pareil. Sa femme était morte, pourquoi mentir à quelqu'un qui essayait de l'aider ? S'il mentait là-dessus, il avait peut-être d'autres choses à cacher. Les amis d'April confient à la police que la jeune femme était au courant de l'aventure de son mari.
Elle en parlait à quiconque voulait bien l'écouter. Justin a une liaison, je le sais. Il me l'a avoué quand je l'ai questionné. Il est apparu qu'à cette époque, il ne fréquentait qu'une autre femme, mais en 3 ans de mariage, il avait eu au moins 5 relations extra-conjugales. La police demande à Justin Barber l'autorisation de fouiller son domicile. Il accepte sans rechigner. Il leur remet même son ordinateur. Il avait tout mis dans un carton pour le donner aux inspecteurs à leur arrivée. L'ordinateur de Justin est transmis à Chris Hendry du département d'informatique médico-légale de Floride. J'ai fait une copie du disque dur de l'ordinateur personnel de Justin. Ensuite, j'ai cherché tout ce qui avait pu être effacé, c'est-à-dire les dossiers et les fichiers supprimés. L'une des premières choses qui saute aux yeux de Chris Hendry est que Justin a téléchargé une chanson sur son ordinateur quelques heures avant la mort de sa femme. Les paroles étaient violentes. Ça parlait de meurtre. Il s'agit d'une chanson du groupe Guns N' Roses intitulée « I Used to Love Her ». Les paroles disent « Je l'ai aimée, mais j'ai été forcé de la tuer. Elle me rendait dingue. Je suis bien plus heureux comme ça. » Étrangement, il avait supprimé le fichier quelques heures avant de nous confier sa machine. S'agit-il d'une simple coïncidence ? Après tout, ce n'est qu'une chanson. Justin Barber a raconté à la police qu'un voleur avait tué sa femme d'une balle dans la tête et lui avait tiré dessus à 4 reprises alors qu'il se promenait sur la plage. Il affirme avoir perdu connaissance et trouvé sa femme à son réveil, face contre terre, le visage dans l'eau. Je l'ai vue, elle était immergée. L'eau n'était pas très haute. J'ai couru vers elle et je l'ai attrapée. Mais les preuves médico-légales contredisent certains aspects de la version de Justin. Elle avait des traces d'abrasion, de petites abrasions sur la clavicule, près de l'oreille et sur la nuque. Ces traces permettaient de penser qu'on avait exercé une force ou une pression à ces endroits de son corps. Pouvait-on imaginer que quelqu'un lui avait maintenu la tête dans l'eau ? Oui. Et dans l'ordinateur de Justin, les experts en informatique de la police trouvent un mobile potentiel. Apparemment, Justin jouait en bourse sur Internet et ses résultats n'étaient pas florissants. On a regardé ses transactions. Il était dans le rouge de 50 ou 60 000 $. Aucun de ses investissements n'avait rapporté et il avait perdu une belle somme d'argent. Pour couvrir ses pertes, Justin avait emprunté de l'argent en faisant un crédit à la consommation à des taux d'intérêt élevés. Sa situation pouvait difficilement être pire. Il empruntait à 21% pour couvrir ses pertes en bourse. Justin Barber aurait dû se montrer un peu plus avisé avec l'argent. En plus, à l'époque, les taux des prêts hypothécaires étaient bas. Ce n'est pas anodin venant de quelqu'un qui est diplômé en finance et a un MBA des affaires. Et puis, il faut aussi tenir compte du fait que le surendettement joue sur l'état mental des gens. Ça a des effets psychologiques. Si les comptes de Justin étaient dans le rouge, April, elle, gagnait déjà bien sa vie. En fin de formation, elle touchait un salaire annuel de 140 000 $. Justin ne pouvait toutefois pas compter sur cette somme pour éponger ses dettes. Le couple s'était marié sous le régime de la séparation des biens. Chacun disposait donc de son propre compte bancaire. Et il n'y avait pas que leurs finances qui éloignaient April et Justin. Depuis quelque temps, en effet, les jeunes mariés vivaient séparément. April habitait dans une maison à Covington, en Géorgie, non loin du centre médical dans lequel elle travaillait. Justin, quant à lui, occupait un petit appartement à Jacksonville, en Floride. Il avait récemment trouvé un emploi d'analyste dans cette ville. Le couple se rejoignait seulement le week-end. April effectuant le trajet pour aller retrouver Justin. Autre fait troublant, les enquêteurs découvrent qu'April avait souscrit une assurance vie de 2 millions de $. Cette assurance devait servir à l'origine à protéger son jeune frère et sa sœur, dans l'éventualité de son décès. Nous n'avions plus ni notre mère ni notre père. April se sentait responsable de nous. Elle voulait nous protéger au cas où il lui arriverait quelque chose. Justin était au courant pour cette assurance. Il savait que c'était la raison principale qui l'avait poussé à la prendre.
Mais sur le papier, Justin en est l'unique bénéficiaire, ce qui signifie qu'il peut faire ce qu'il veut de cet argent. Est-ce cela qui l'a poussé à tuer sa femme ? Et à se tirer ensuite 4 balles dans le corps pour couvrir son crime ? C'était risqué, mais certaines personnes sont prêtes à tout pour 2 millions. Au moyen d'une lampe à UV, Jerry Findlay, expert de la police scientifique spécialisé dans la reconstitution des scènes de crime, examine la chemise portée par Justin le soir du meurtre. Il y avait des résidus de tir visibles dessus, ou du moins ça y ressemblait. Je voulais voir leur étendue et leur orientation à la lumière ultraviolette. La présence de résidus de tir n'a rien d'étonnant si Justin se trouvait à proximité de son agresseur. En revanche, la localisation des blessures sur le corps de Justin a quelque chose d'étrange. Une balle a traversé sa main gauche. Les 3 autres l'ont atteint à des endroits notablement éloignés de tout organe vital et des os. C'est une coïncidence troublante. Pour moi, la localisation des blessures n'était pas cohérente avec une agression, ni avec une lutte. Quand vous êtes capable de tuer quelqu'un et de tirer 4 fois sur une autre personne, vous ne laissez pas de témoins. Les enquêteurs font aussi analyser les vêtements d'April et mettent le doigt sur une autre incohérence. Justin affirme avoir porté le corps d'April sur 90 mètres jusqu'en bas des escaliers après que leur agresseur leur a tiré dessus. Une des balles l'avait atteint à la main gauche. Donc sa main devait saigner, et même abondamment. On aurait dû retrouver du sang partout sur le haut d'April Barber, au niveau de la taille et sur son pantalon. Cela n'a pas été le cas. Si elle s'était fait tirer dessus, elle aurait dû saigner. Or, elle n'avait pas de sang, ni sur le corps, ni sur ses vêtements. Et lui n'en avait pas non plus sur les siens. C'est suffisamment parlant, je pense. Au vu de la coulée de sang autour de la blessure, les enquêteurs sont capables de dire avec certitude qu'April n'a en aucun cas été déplacé après avoir reçu la balle qui lui a été fatale. Les traces de sang sur April Barber étaient orientées dans une seule direction, côté gauche, où se situait la blessure. Si le corps avait été déplacé et secoué, le sang aurait changé de direction. Enfin, un autre détail intrigue les inspecteurs. Pourquoi Justin n'a-t-il pas utilisé le téléphone mobile d'April qui se trouvait à l'intérieur de son sac à main, dans la voiture ? Il aurait pu appeler avec le portable de sa femme, mais il devait se débarrasser de l'arme. Malheureusement, la police ne retrouvera pas l'arme du crime. La route empruntée par Justin était bordée par une épaisse végétation. Mais dans l'ordinateur de Justin, elle va dénicher un nouvel élément de preuve accablant contre le mari de la victime. Un élément presque aussi précieux que l'arme du crime. Les experts en informatique de la police scientifique retrouvent des emails prouvant ces multiples liaisons extra-conjugales ainsi que des relevés financiers qui montrent qu'il était lourdement endetté. Mais ce n'est pas tout. Les mêmes experts s'aperçoivent que Justin a effectué des recherches troublantes sur Internet dans les semaines et les mois qui ont précédé le meurtre d'April. Justin semblait particulièrement intéressé par les blessures par balles non mortelles, notamment du côté droit de la poitrine. Quelles sont les chances qu'une personne ayant entré sur Internet les termes blessure par balle du côté droit de la poitrine se fasse accidentellement tirer dessus à cet endroit 6 mois plus tard ? Moi, je n'y crois pas. La théorie de l'accusation est qu'après avoir appris l'infidélité de son mari et ses problèmes financiers, Avril Barber avait décidé de divorcer. Je crois qu'Avril Barber connaissait la gravité de sa situation financière. Elle a dit à ses proches que son mariage était voué à l'échec. Elle avait essayé à de nombreuses reprises de le sauver ou d'arranger les choses avec Justin, mais ça n'avait rien changé. L'accusation est également convaincue que Justin cherchait à mettre la main sur les 2 millions de son assurance vie. Alors, il a cherché sur Internet comment se blesser avec une arme à feu sans risquer de causer des dégâts irréparables. Justin pensait que s'il arrivait lui-même blessé à l'hôpital, tout le monde croirait à son histoire d'agression par un voleur. Justin Barber voulait tout avoir. D'après moi, il avait l'intention au départ d'amener lui-même sa femme à l'hôpital dans son véhicule pour passer pour un héros, en même temps qu'une victime. Il aurait encaissé l'argent, tout le monde l'aurait plaint et il aurait continué sa vie normalement.
Mais le sort en a décidé autrement. On dit que quand on commet un meurtre, on fait au moins 30 erreurs, et on ne se souvient que de 5. Sa première erreur, ce soir-là, a eu lieu peu après 17h quand Justin télécharge la chanson des Guns N' Roses « I Used to Love Her ». Je l'ai aimée, mais j'ai été forcé de la tuer. La chanson se poursuit ainsi. « Je sais qu'elle me manquera. C'est pour ça que je dois la garder avec moi. Elle est enterrée dans mon jardin. » Justin l'a téléchargée à peine 5 heures avant le meurtre de sa femme. L'expert en informatique Christopher Hendry précise à la police que le jour du meurtre, Justin a téléchargé 15 autres chansons. Parmi celles-ci, on retrouve une autre chanson des Guns N' Roses, November Rain, la pluie de novembre, qui parle d'une rupture amoureuse. Et d'autres encore évoquant le changement de vie, l'excitation, mais aussi la violence. Doit-on y voir la succession des sentiments ressentis par Paul lors de cette nuit fatale? Et pourquoi parmi ces 16 chansons, Paul n'a-t-il effacé que la chanson « Je l'aimais », la seule à parler ouvertement de meurtre? Eh bien, pour les policiers, il ne peut s'agir d'une coïncidence. À quelle heure a-t-on réservé? L'accusation pense que pendant le dîner, April a fait savoir à Justin qu'elle voulait divorcer. Après le dîner, Justin a convaincu April d'aller se promener sur la plage, peut-être en lui promettant de poursuivre leur conversation, en faisant semblant d'être d'accord avec elle sur l'idée d'un divorce à l'amiable. Mais son plan a très vite déraillé. Peut-être April a-t-elle eu un pressentiment ou vu son arme. Quelle qu'en soit la raison, il y a eu lutte. Justin l'a maîtrisée et lui a maintenu la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il l'a ensuite transportée en direction de la voiture. S'il n'y a pas eu transfert de sang, c'est parce qu'aucun des deux ne saignait encore à ce moment-là. Il l'abat ensuite d'une balle mortelle en pleine tête. Le sang entraîné par cette blessure se superpose à l'écume produite par la quasi-noyade. Justin se tire ensuite dessus à 4 reprises. Il prend soin de ne toucher aucun organe vital, ni aucun os. Mais la douleur l'empêche de porter le corps d'April en haut de l'escalier comme il avait prévu de le faire initialement. Il doit alors improviser. Il n'a pas d'autre choix que de laisser le corps d'April sur place. Justin se débarrasse de l'arme du crime quelque part le long de la nationale et reprend ses esprits. Il imagine une histoire qui permettrait d'expliquer la présence d'eau dans les poumons d'April. Il roule pendant 15 km et passe devant de nombreuses habitations et commerces avant d'arrêter un autre automobiliste pour lui demander d'appeler les secours. Justin a dit qu'il ne voulait pas sonner à la porte d'une maison pour ne pas risquer de réveiller et effrayer une personne âgée. Enfin, son erreur fatale aura peut-être été de chercher à supprimer de son ordinateur la fameuse chanson des Guns N' Roses qu'il avait téléchargée le jour du meurtre, 1 heure à peine avant de remettre sa machine à la police. C'est dur d'entendre que c'est lui qui a fait ça. J'avais confiance en lui, je l'admirais. Ça me rend triste. Pas un jour ne passe sans que je pense à ma sœur. En juin 2006, Justin Barber est jugé pour le meurtre avec préméditation de sa femme April. Les preuves scientifiques accumulées contre lui sont irréfutables. Il est déclaré coupable et condamné à la prison à vie. Les enquêteurs le décrivent comme l'un des assassins les plus inhabituels et les plus froids auxquels il n'ait jamais été confronté. Les gens comme Justin Barber sont des sociopathes, des êtres narcissiques. Il faut toujours que tout aille dans leur sens. Il voulait s'épargner les stigmates d'un divorce. Il n'y avait pas de tiers témoin de la scène, uniquement la défunte et son meurtrier. C'étaient les 2 seules personnes présentes sur cette plage. Alors toute l'affaire reposait sur les experts. Les indices matériels contenaient toute la vérité. Une fois relevés et analysés, les experts les ont confrontés à la version de Justin Barber et en ont conclu qu'il mentait.
Justine, ancien étudiant adulé, athlète star de la faculté au charme et au charisme ravageur, a finalement révélé son vrai visage, celui d'un être narcissique, tueur au sang-froid. Simplement, pour rembourser ses dettes, il a ôté la vie d'une personne exemplaire qui n'aspirait qu'à faire le bien autour d'elle. April s'était en effet tournée vers des études médicales pour venir en aide aux personnes malades. Après le décès de leur mère, elle s'était occupée avec dévotion de ses plus jeunes frères et sœurs. Pendant le procès, la mère du meurtrier a déclaré « Les valeurs familiales signifiaient beaucoup pour Justine. Lui-même était très attaché à cette notion. » Pourtant, entre l'argent et le bonheur de la famille d'April, Justine n'aura pas hésité bien longtemps. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi en ma compagnie et espère pouvoir vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.